Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Nous clôturons cette année avec une femme remarquable, bien entendu. Il s'agit de Reine Kotsi, présidente du Forum francophone des affaires et membre fondatrice des Restos du Cœur. Merci Reine d'être avec nous. Merci Lynn de m'avoir invitée. Alors vous avez un parcours qui est très riche. En parcourant votre CV d'ailleurs, on voit que vous avez accompli de très nombreux projets et on va en parler. Il est un peu atypique, disons. Oui, tout à fait. En 1979 et pendant 15 ans, vous dirigez le seul magazine économique libanais de langue française, Le Commerce du Levant. C'était une période difficile, bien entendu, puisque c'était la guerre. Racontez-nous un peu cette expérience. Eh bien, c'était une période difficile, mais c'était un challenge pour nous, parce que d'abord, le commerce du Levant, il sortait 2 fois par semaine. Donc, c'était un peu très rapide pour trouver les informations, pour finalement imprimer et tout ça. On imprimait la nuit chez Raïdé, sous les bombes parfois. Mais quand même, on a duré. Et c'était ça le but, en fait. Le but était de durer. Et nous avons duré. Et à un moment donné, la presse française ne venait plus au Liban. On a fait un magazine seulement de photocopie de la presse française qui parlait du Liban pendant 8-9 mois, avec l'autorisation des magazines là-bas, comme Le Point, excusez-moi, l'Express. Et on a eu de beaux jours aussi, parce à un moment donné, on a eu beaucoup de publicité, on a fait des spéciaux, banque, agriculture. Et on a eu des mauvais jours quand la guerre éclatait. Et on avait à la tête un rédacteur en chef qui s'appelait Clovis Reze. Et Clovis était un homme extraordinaire. C'était quelqu'un qui vivait pour le commerce et travaillait jour et nuit. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'au jour où le commerce a été vendu à Lorient. À ce moment-là, moi, j'ai quitté. Donc pendant 15 ans, sous les bombes, vous avez tenu à publier ce magazine de référence dans le domaine de l'économie. Ah oui, tout à fait. Parce que oui, tout à fait. Par exemple, les sociétés nouvelles, tout ce qu'il y avait, la bourse, etc. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. C'était nous qui publions tout ça. Et pour rester dans le domaine de la langue française, parce qu'on sait que vous vous battez pour que la francophonie se maintienne au Liban à travers toutes vos activités professionnelles, puisque vous êtes présidente et membre fondateur du Comité national libanais du Forum francophone des affaires. Ah oui, c'est comme ça, oui. Donc on m'a vu en train de me battre pour la francophonie. Et j'ai été approchée par le président français du Forum qui m'a demandé de fonder un comité. Donc nous avons fondé un comité ici national. Et nous avons eu beaucoup d'activités, bien sûr, durant toute cette période, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu en hibernation, mais on était présent au moment des Jeux de la francophonie, au moment du sommet. On avait invité des gens de tous les pays francophones. On a fait beaucoup de conférences, que ce soit à l'ESA ou ailleurs. Bref, on était présents. Mais quelles sont les activités du forum et comment est-ce qu'on peut adhérer à ce forum? En fait, l'adhésion n'est pas difficile. Il y a un petit montant qu'il faut payer. Les activités, c'est pour rapprocher les sociétés entre elles. D'accord. Les sociétés françaises et libanaises ou les sociétés libanaises entre elles? Non, n'importe quoi. Les sociétés francophones. Par exemple, quand j'étais au Bénin, bon, il y avait des Libanais. On a rapproché des Libanais avec des Béninois ou des Canadiens, etc. Ça dépend, non. C'est surtout pour rapprocher les sociétés entre elles.
Et ça, c'était le but, en fait. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'organisations qui font la même chose. Il y a l'association canado-française, il y a la franco-libanaise, il y a le MEDEF, donc on fait tous un peu la même chose. On s'est beaucoup concentré par la suite sur les conférences. Donc, on a fait sur le développement durable pendant 2 ans. On a sorti un livre avec Dr Fadi Komer. On a fait sur la francophonie et l'espace arabo-francophone. On a fait beaucoup de conférences à thème en invitant des gens de l'extérieur et qui ont eu pas mal de succès finalement. Oui, bien entendu, parce que c'est très important de soutenir ce domaine. Vous avez par ailleurs vous-même représenté le Liban à plusieurs conférences internationales francophones. Oui, je dois vous parler aussi du prix de la francophonie économique. Bien sûr. Parce que c'est un prix que donc, le Forum donne. Et le Liban a eu 3 fois ce prix. La première fois, c'est Chirac. Chirac, il l'a donné à Armand Fares. Et on était, justement, nous étions là-bas, sur place, au palais de l'Élysée. C'était vraiment un moment extraordinaire. Il y a une autre fois en Tchéquie, parce que la Tchécoslovaquie fait partie de la francophonie. C'est Antoine Wakim qui l'a eu. Et une 3e fois, c'est Roger Nasnas qui l'a eu aussi. Mais comment ça se passe? C'est un homme d'affaires On présente, chaque comité présente. Ah, chaque comité présente un homme candidat. d'affaires. Donc chaque comité donc Nous, on a présenté, chaque pays présente. chaque pays présente Exactement. un candidat. Oui. Et le Liban a déjà gagné 3 fois. Exactement. La 4e fois, malheureusement, quelqu'un l'a gagné. Je ne sais pas s'il a envie que je dise son nom, mais il y a eu ces événements d'octobre et on n'a pas pu le lui remettre. Et vous continuez? On continue, oui, on va continuer, oui, bien sûr, on continue. Donc ça n'arrête pas, même avec la crise économique, il y a toujours une activité. Moindre, c'est-à-dire comment l'activité elle est reliée aux Français plutôt que des activités ici sur place. C'est-à-dire les Français organisent beaucoup d'activités. Donc moi, j'informe les membres de ce qui se passe et ceux qui ont envie de participer, ils peuvent le faire. Alors on va reprendre, j'espère, l'année prochaine. Et d'après votre expérience, est-ce qu'il y a, parce qu'on voit qu'il y a un recul de la francophonie au Liban, il faut être réaliste. Est-ce qu'au niveau des entreprises, cet esprit francophone, avec tout ce qui se porte comme valeur aussi au-delà de la langue, continue? Non, malheureusement. Il y a vraiment un recul. On le voit déjà dans la publicité, même les sociétés françaises, donc elles font de la publicité en anglais. Alesa, maintenant, ils ont introduit l'anglais. Non, malheureusement, on s'est beaucoup battu. À un moment donné, il y a un des ambassadeurs qui a été chez HT et il leur a fait une histoire parce que tout était en anglais. Il leur a dit, et puis il y avait Lancel, il y avait donc des marques françaises, en fait, qui étaient justement répertoriées en anglais. Et il leur a fait une histoire. Ouais. Je crois qu'il faut que la France et l'OIF en fait organisent plus de projets et soutiennent beaucoup plus en fait la francophonie au Liban. Il n'y a pas assez de financement à mon avis parce que le financement va de pair. En fait. C'est ça le problème, c'est le financement. Maintenant, l'OIF, elle a fondé un secteur économique. Maintenant, ils sont directs. Avant tout, nous, on les représentait, mais maintenant, ils ont quand même. Oui, il y a un bureau leur instance. Voilà, il y a un bureau qui a ouvert à Beyrouth. On espère qu'il pourra réaliser des projets. Je voulais aussi revenir sur votre parcours de femme d'affaires. Oui. Alors, vous vous lancez dans les affaires en 96 et vous décrochez la franchise des magasins Tati, qui sont très, très connus en France. Et donc, vous ouvrez 3 boutiques à Beyrouth, à Tripoli et à Zahle. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'était aussi un challenge que je voulais. Mais ce n'était pas le plus réussi du point de vue, disons, commercial. Parce que finalement, au début, ça a fait un boom. Mais moi, je voulais vraiment mettre à la portée de tous des bas prix. Parce que Tati, c'était le concept de Tati. Donc Tati, c'est les bas prix. Il faut vendre au maximum, mais la marge doit être très petite. C'est-à-dire, on était très surveillé. La marge de bénéfice doit être très surveillée. Malheureusement, Tati en France a eu des problèmes. Donc, il a commencé à reculer, et nous avec. Et c'est pour ça que j'ai dû fermer au bout de 4-5 ans.
c'est fini. Et eux, ils ont fermé par la suite complètement. Oui, ça, donc en fait, les problèmes D'approvisionnement. que Tati a eu en France a Oui, impacté bien sûr, parce que nous, on les... était obligés d'acheter 80% de la marchandise de chez eux. Ça ne vous a pas empêché d'être membre fondatrice du Rassemblement des dirigeants des chefs d'entreprise libanais? Mais ça, c'était avant, oui. C'était depuis le début du RDCL. Quand j'étais déjà en commerce, on se réunissait et c'était en pleine guerre. Donc, on Donc une discutait des femme mêmes d'affaires problèmes. dans les années 80, alors que le Liban est en pleine guerre, c'est une mission difficile. Je vais vous dire quelque chose, c'est parce que je cherchais toujours des femmes. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Et Mais est-ce que c'était plus compliqué d'être une femme ou bien il n'y avait pas de différence dans ce secteur? C'est la question qu'on se pose. plus compliqué, non. Mais je me suis très souvent retrouvée seule avec beaucoup d'hommes. Et surtout au Rotary. Au Rotary, j'ai été la première femme Oui, c'est au de ça Liban, qu'on oui. va parler parce qu'en 95, vous êtes la première femme rotarienne du Liban. Exactement, oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire partie du Rotary? Et la question qui se pose, c'est que fait le Rotary? Parce qu'il y a des personnes Ah, qui entendent beaucoup parler du Rotary, mais qui ne connaissent pas les projets, en fait. ah oui, ce que fait le Rotary, wow, c'est une longue histoire. On va pas Non, oui, je entrer dans sais, les non, non, détails, je sais. mais juste comme Mais ça, un titre. bon, comment on fait? D'abord, pour rentrer, il faut être coopté. C'est-à-dire, on ne peut D'accord. pas rentrer, on peut dire que j'ai envie de rentrer. C'est tout. J'ai été cooptée par Nabil Ketane, tout simplement, qui était rotarien. Mais il ne m'a pas dit que je devais rentrer au Rotary. Il m'a dit, viens, il m'a invité une fois, deux fois. Moi, j'ai été, bon. Et puis un beau jour, il m'a dit, Reine, maintenant tu es rotarien, tu vas venir, on va te mettre. J'ai dit, moi, mais je ne veux pas rentrer, je lui ai dit, parce qu'il n'y avait aucune femme. Il m'a dit, mais on a fait une bataille, on a voté pour l'entrée des femmes au Rotary. Et tu veux dire non maintenant, à la dernière minute? Oui, en 95, Ah à oui, l'époque, il n'y avait exactement. pas de femmes. Donc je suis rentrée au Rotary Club de Beyrouth, qui était le seul à l'époque. Puis il y a eu à Tripoli et partout. Mais maintenant, il y en a un peu partout. Bon, le Rotary, c'est en fait servir d'abord et servir la société. D'accord. Et c'est pas une façon, il faut être bien, il faut être disons, bon dans ce qu'on fait. Hein. C'est pas important d'avoir de l'argent. L'important, c'est d'être le premier dans ce qu'on fait. Par exemple, on peut être, je sais pas, menuisier, être le premier menuisier. Non. C'était ça l'objectif au départ du Rotary. Et finalement, les gens s'entraident entre eux. Et dans chaque club, il faut qu'il y ait tous les métiers, que tous les métiers soient représentés. Euh, Et c'est donc, ça. en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la mixité à l'intérieur du Rotary. Donc, vous avez Exactement. des personnes de tous les milieux et de tous les secteurs, mais en fait, la particularité, c'est qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Exactement, c'était ça. C'est ça l'objectif. Et vous faites encore partie Je fais partie de la terre, on a fait beaucoup de choses. On a fait cette année beaucoup de choses. On est en train de, au moment du 4 août, on a amené beaucoup d'argent de l'extérieur pour la quarantaine. C'était une histoire d'1 million de dollars. On aide beaucoup d'associations. On est un peu partout dans l'orchestre symphonique, par exemple. On l'a soutenu pendant des années et des années. Donc, en L'environnement. fait, vous n'avez pas une mission spécifique, c'est social et culturel. Ce Oui, n'est pas non, que non. social, parce qu'avec l'orchestre philharmonique, c'était un... Oui, on a senti qu'il y avait un besoin. Et le besoin, malheureusement, existe toujours, puisque les musiciens étrangers de l'orchestre, Oui, une bonne partie des musiciens est partie, vu que les salaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Et donc, forcément, l'orchestre souffre aujourd'hui. oui, et puis ils voulaient acheter des instruments de musique. Mm. Ils n'avaient pas les moyens de les acheter. On les a achetés pour eux. Et une fois, il y a l'ambassadrice d'Autriche, Eva Maria Stigler, qui a chanté, elle avait une très belle voix, qui a chanté et on a fait un fundraising et on a acheté un instrument de musique pour l'orchestre. Et elle a voulu donner à Caritas aussi une partie de la somme. C'est ce qu'on a fait aussi, on a donné. Malheureusement, l'orchestre philharmonique
souffre depuis des années et le budget alloué à la musique, alors qu'il y a plus de 6 000 enfants qui bénéficient gratuitement de cours de musique dans toutes les régions du Liban. Je parle des enfants Oui, oui, défavorisés. Oui. défavorisés ou pas, qui bénéficient des cours du conservatoire. Le conservatoire souffre, l'orchestre national souffre, l'orchestre aussi, l'orchestre libanais ou bien arabe, qui aussi fait partie du conservatoire, souffre. Malheureusement, ce secteur est touché Oui, de vraiment, plein on fouet. aurait voulu, on a encore un petit budget pour l'aider, mais on ne sait pas comment, on ne veut pas que l'argent aille un peu n'importe où. Oui, il y a aussi la confiance qui joue. Donc en fait, le Rotary est aujourd'hui très actif dans toutes les régions du Liban. Il y a des Rotary dans toutes les régions du Liban. Nous, on est à Beyrouth, mais il y a d'autres que nous à Beyrouth. Il y a dans toutes les régions. On a 26 clubs, on est dans toutes les régions. Oui, très actifs sur le milieu d'or. L'Hôtel Dieu, maintenant on a fait un Global Grant, on dit, parce que quand on investit dans un projet, on demande à la fondation si elle peut nous aider. C'est tout un système quoi, qui est mis en place. Donc maintenant, pour ceux il y a les enfants qui bénéficient des opérations à cœur ouvert. Donc, c'est très important ça aujourd'hui, ouais. Lorsqu'on connaît le coût des opérations. On a ce projet, on a eu le projet avec l'écoute pour ramasser tous les papiers de toutes les écoles publiques. On a fait des livres. Alors c'est là où le ministère de l'Éducation ne nous a pas aidés parce qu'on a fait des livres sur l'environnement pour les enfants d'abord de 3e. Ça s'appelait Al-Ardu Hayatuna. C'est des livres qui ont été travaillés par des professeurs parce que finalement, on a réalisé que dans les écoles, il n'y avait pas de livres d'environnement. On trouve des chapitres en géographie, en histoire. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de livres. De ça. On vit encore au milieu des poubelles. On a, entre guillemets, oublié la crise des poubelles vu les autres crises que traverse le pays. Mais on a une très grosse crise environnementale. L'eau, par exemple. Voilà, l'eau. Donc, il y a de très gros soucis à ce niveau au Liban. Et aussi, une des raisons est le manque de culture. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait un livre pour justement qu'il soit introduit dans les écoles, qu'il soit un livre de référence pour les écoles, qu'ils étudient. Ça, on n'a pas pu le faire passer, par exemple. Donc le livre existe, il a été publié. Il a été publié, il a été distribué. Il a été distribué dans les écoles aussi. Dans les écoles publiques. Dans les écoles publiques. Et on a fait un concours et on a donné donc des prix importants. On a donné des prix pour l'école et pour l'élève de l'école qui a gagné. Mais nous, on voulait l'introduire pour toujours, parce qu'on ne peut pas publier chaque année, je ne sais pas combien de livres on avait publié. Donc, il fasse partie, en fait, des livres qui sont agréés par le ministère de l'Éducation. Et cela n'a toujours pas été fait. Non, malheureusement, pas encore, non. On a fait un autre livre. Donc, c'est un appel au cas où... mais là, je crois que ça va être compliqué, parce que, vu la crise que traverse l'ensemble des ministères... Oui, on a fait un autre livre pour les coloriages qui est sorti il n'y a pas longtemps, aussi pour les petits-enfants de 12e, 11e. Sur un thème précis aussi? Toujours l'environnement. Toujours l'environnement. Oui, avec des questions, c'est très sympathique. Ils sont très sympathiques parce qu'ils ont été travaillés avec des experts, quoi. Donc ça, c'est un appel. Nous ne sommes pas sûrs que le message va arriver, parce que les priorités des ministères ont l'air d'être ailleurs. Je veux continuer dans ce domaine social, caritatif. En 1983, vous fondez vous cofondez la Société des Amis des Restos du Cœur, aux côtés de l'ancien président de la République, le président Charles Helou. Et parlez-nous un peu de ces Restos du Cœur. Ah oui, voilà. Ça, c'est une affaire que je trouve très belle. Je suis maintenant en plein très impliquée dans cette affaire. Surtout aujourd'hui, vu la crise que le Liban traverse, on découvre qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de quoi manger un repas. Voilà. Alors, c'est très faux de dire que les Libanais n'ont pas faim. Moi, je vais lancer un appel, oui, les Libanais ont faim. Il y a des mamans qui, le soir, ne dînent pas pour laisser la croûte pour le lendemain pour leurs enfants. On a eu des cas de jeunes enfants qui allaient à l'école sans petit déjeuner. Donc, vraiment, il y a un besoin
urgent, pressant, important, tout ce que vous voulez. Vous pouvez un peu nous expliquer Alors ça a commencé, c'est très drôle voilà. parce que ça a commencé en 83. C'est une femme qu'on appelle maintenant Mère Teresa, qui s'appelle Antoinette Kazan, qui a vu, qui habite Senelfil, et il y avait la guerre, et il y a eu des réfugiés qui sont venus de la montagne à Naba, Senelfil. Elle, en bonne assistante sociale, elle a ouvert son jardin, elle leur donnait à manger parce que c'était des réfugiés, donc ils étaient chez des amis ou chez des enfants. C'était un fardeau quand même. Et puis, comme elle connaissait bien le président Hello et sa femme, elle leur a parlé de ce projet. À ce moment-là, le président Hello, non, tu ne peux pas donner dans ton jardin seulement et dans ta maison, il faut absolument trouver un local. Donc, il a trouvé un local. Moi, à l'époque, je n'étais pas vraiment rentrée. Trouvé un local toujours à Naba. C'était une école arménienne, désaffectée, délaissée, etc. Et ils ont commencé à donner à manger. C'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois des Restos du Cœur. J'ai dit, tiens, voilà, c'est intéressant comme projet. Mais cela s'appelait déjà les Restos du Cœur ou ils avaient juste... Matam, ça s'appelait en arabe Matam Mhabbe. Yani, on a Ok. traduit par restaurant du cœur, mais c'était avant Voilà. Coluche, justement. C'était quelques mois avant le Coluche. Matam Mhabbe, les restaurants du cœur. Donc on a commencé comme ça. Moi, j'ai été pour aider et bon, je suis restée. En 88, quand on a fondé vraiment le comité, etc., donc je fais partie du comité fondateur. Ça a continué jusqu'au moment où l'école, on a dû laisser l'école. Laisser l'école parce que les Arméniens voulaient la reprendre. Donc il nous fallait absolument un local. Et on a trouvé un local et c'est Aïssam Fares et Charles Hello qui ont payé le local parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le local. Et ensuite, quand Michel Hédé a entendu parler de ce local, d'un local, il a dit moi aussi je voudrais participer. Et on a pris un autre local au-dessus, donc financé par Michel Hédé. Et dans quelle région? Toujours Naba, Senelfil. D'accord. Toujours Naba, Senelfil. Dans l'école arménienne, on donnait à manger aux enfants aussi. Le samedi, c'était pour les enfants. Maintenant, ici... Mais c'est un jour de la semaine ou c'est tous les jours? Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. 4 fois par jour. Donc Maintenant, c'est 4 fois. Maintenant, c'est 4 fois, mais à l'époque, Oui, c'était 4 fois aussi. Cela a toujours été 4 fois par semaine, un repas gratuit. Un repas gratuit, oui, tout à fait. Donc, voilà. Alors maintenant, le local étant plus petit, donc on avait moins de monde en fait. Mais c'était bien, il nous suffisait. Et le local au-dessus, on avait fait un club pour les personnes âgées. Parce qu'on a remarqué que ces personnes, elles venaient très tôt pour prendre leur repas, tout ça pour s'amuser, pour être en contact avec d'autres, socialement et tout. Donc on s'est dit, bon, on va aménager le local au-dessus pour en faire un club pour ces personnes. Donc elles venaient à 10 heures et on avait des bénévoles vraiment extraordinaires. Il y avait Josh Farah et il y avait d'autres personnes aussi qui venaient leur apprendre, ou bien on jouait au loto, ils jouaient au loto, ou bien leur montrer des films. Georges Farah était aviateur, donc il leur faisait voyager dans tous les pays. Il y a quelqu'un qui venait leur apprendre le tai chi, Madame Solhot à l'époque, elle venait. Le dessin, bref, c'était un club de personnes âgées. Bon, on a dû l'arrêter avant le Covid. Avec Bien le Covid, sûr. on a dû tout arrêter. Mais ma question, c'est, est-ce que vous avez remarqué un changement dans le profil des personnes qui viennent, qui bénéficient de ces repas? Est-ce que c'était des personnes âgées? Aujourd'hui, ce sont des personnes de plus en plus jeunes, ou bien ce sont toujours des personnes âgées? Est-ce qu'il y a eu un changement? Et votre question est très pertinente. Parce qu'à l'époque, au début de Charles Hello, on n'acceptait pas les personnes qui pouvaient travailler. Les personnes qui étaient en âge de travailler, 40 ans, 50 ans, on ne les recevait pas au restaurant. C'est très simple. On n'avait que des personnes âgées. D'accord. Il y avait les hommes qui étaient d'un côté et les femmes de l'autre, mais c'était rien que des personnes. Maintenant, si vous allez, c'est complètement changé. C'est complètement parce que les personnes qui ont besoin, c'est des gens qui avaient un travail qui n'en ont plus, il y a des gens, je ne veux pas dire même, il y a des gens qui sont dans l'armée, qui ont un salaire tellement minime, qui ne peuvent pas joindre les deux bouts. Donc maintenant, on ne fait plus de différence, on reçoit tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui
qui ont besoin de manger ou qui connaissent des personnes. Il faut qu'ils viennent. Comment cela fonctionne? Est-ce qu'il y a une façon de vérifier que... Oui, tout à fait. On a fait maintenant depuis 1 an, Antoinette est décédée il y a 1 an et demi, donc on a repris tout ce travail. Donc elle continuait depuis toutes ces années. Antoinette Cazan était toujours en train de tenir toujours. les Restos du Cœur, d'accord. Et elle était assistante sociale, donc elle les aidait aussi. Elle les aidait dans les médicaments, elle les aidait pour entrer dans les hôpitaux, donc elle les recevait chez elle à la maison, pas seulement au restaurant. Donc, ça a toujours vraiment, elle a porté les Restaurants du Cœur jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle est décédée il y a 1 an et demi. D'ailleurs, on lui a rendu un hommage, on l'a appelée Mère Teresa, tout simplement. Bien sûr. Et pour revenir donc aux personnes qui veulent bénéficier de ces repas? Alors, ils viennent chez nous, ils donnent le nom, et nous, on est en train de vérifier, on va chez eux. Oui, vous faites une enquête sociale. On fait une enquête maintenant. Maintenant, on fait une enquête sociale. Entre parenthèses, la plupart sont des Libanais, on n'a pas des étrangers qui viennent. Combien de personnes il y a aujourd'hui qui bénéficient de ces repas? Aujourd'hui, nous, on cuisine pour 500 personnes tous les jours. Pour 500 personnes, 4 fois à la semaine? Oui, et si on peut... Il y a encore, on a beaucoup de demandes, mais il faut aussi avoir de l'argent pour... Et est-ce que qui fait partie de ce comité? Qui soutient? Ça veut dire les fonds viennent d'où? Les fonds. Les fonds, on a la chance d'avoir des bénéficiaires. On a eu les aidés pendant très très longtemps jusqu'à présent. Michel Aidé, vraiment, il n'a jamais refusé quelque chose. Et donc ses descendants, en fait, continuent? Oui, aussi. L'année dernière, on a eu CMA CGM qui nous a... Et puis, il y a beaucoup de privés aussi qui nous aident. Il y a des gens qui ont des terrains, qui nous envoient leur production. On a des dons un peu partout. Et la providence, c'est la providence, comme on dit. Bien sûr. Juste pour savoir comment vous aidez, ça veut dire qu'il y a des personnes qui regardent et qui se disent « on veut aider les Restos du Cœur ». Comment est-ce que cela fonctionne? Bon, d'accord, il y a un numéro de téléphone, ils nous appellent. Et ils peuvent envoyer... Est-ce qu'il y a une page sur les réseaux sociaux? Oui, on a Donc, ils peuvent envoyer un message sur votre page, sur les réseaux sociaux? Oui, un numéro de téléphone, ils peuvent appeler aussi, ils peuvent envoyer sur place ce qu'ils veulent. Des habits, on a des habits. Ah, vous distribuez aussi des vêtements, pas seulement... Des vêtements, des produits alimentaires. Et donc, vous distribuez aussi en parallèle. Donc, au-delà des repas, il y a une distribution de vêtements et de produits alimentaires. Oui, tout dépend de ce qu'on a. Par exemple, les vêtements, bien sûr, quand on a des vêtements, quand les gens nous donnent des vêtements, on distribue. On connaît la taille de chacun maintenant, on connaît chaque personne, ses besoins et tout. Donc, c'est devenu facile pour nous, finalement. On lance un appel ici à toutes les personnes qui regardent ou écoutent cette émission. Les Restos du Cœur ont toujours besoin de votre aide. Il y a plus de 500 repas qui sont distribués tous les jours et le chiffre ne cesse d'augmenter malheureusement en cette fin d'année. Donc nous clôturons avec cette émission. En cette fin d'année, faire un geste pour des personnes qui en ont besoin est le bienvenu. C'est ça en fait. Oui, c'est ça, oui, on a toujours besoin, ben oui. Et puis, il y a une dizaine de femmes qui nous aident, quoi. Il y a des bénévoles, il y a d'autres qui sont de la région, et on a 2 cuisinières de la région. Donc, on leur paye un petit montant pour pouvoir survivre. Pour qu'elles aussi puissent survivre. Survivre. Justement. Merci beaucoup pour ce que vous faites, pour ce que les Restos du Cœur font. Et nous lançons aujourd'hui un appel ici, sur le plateau, d'une femme, une histoire. Merci à toi, Aline. Merci beaucoup d'avoir vraiment parlé des Restos du Cœur parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère qu'on va toujours avoir les moyens de continuer. C'est ça, en fait. Donc, c'était Reine Kotsi, membre fondateur des Restos du Cœur. Je vous invite à soutenir les Restos du Cœur. Plus de 500 repas sont distribués tous les jours. En cette fin d'année, nous pensons très fort à eux. Et à vous, je vous souhaite de la part de l'équipe d'une femme, une histoire, une très joyeuse année. Je vous retrouve en 2024. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.